Bonjour. Comme beaucoup de Français, j'ai regardé plusieurs émissions politiques ces derniers temps. J'ai vu ce qui se passait à droite, j'ai vu ce qui se passait à gauche. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui veulent devenir président en 2017. Tous nous disent que ça va être dur, il n'empêche que ils veulent tous l'être quand même, donc c'est que ça doit pas être si terrifiant que ça. Par contre, il y a une seule chose qui me choque, que ce soit à droite comme à gauche, ou à l'extrême droite ou à l'extrême gauche d'ailleurs, ou au centre, ce sont les idées. Alors là, les idées, par contre, c'est le néant absolu. Ils ont tous des programmes, bien sûr, mais ils veulent pas les révéler tout de suite parce que, on sait jamais, hein, on pourrait leur piquer leurs idées, hein, les bonnes idées, s'ils en ont quelques-unes, de préférence. On préférait qu'on leur pique les bonnes que les mauvaises. Malheureusement, ils en ont pas souvent des bonnes. Donc, bon, à la limite, si on leur pique, bah, pour une fois, ça pourrait servir au pays, hein, plutôt que de leur servir qu'à eux-mêmes. Mais bon, ils ont pas d'idées. Et quand ils en ont, ils les cachent. Alors ça, c'est plutôt embêtant. Et puis, il y a ceux qui cherchent un programme. On les entend, qui nous disent pour l'instant c'est les primaires et puis on va définir un programme. Donc voilà des gens qui se présentent aux élections présidentielles sans avoir compte de programme. C'est quand même, je sais pas moi, à la limite, c'est quand même un minimum d'avoir un programme. Eh bien non, eux n'en ont pas, ils en ont pas, et c'est pas le même de celui d'il y a 5 ans, c'est pas le même que celui du coup d'avant non plus, ce sera pas le même que pour la campagne politique suivante, pour les présidentielles suivantes en 2022, ça sera encore différent. C'est des gens qui n'ont euh, aucune aucune constance dans leurs idées, puisque apparemment ils changent de programme à chaque élection. Donc c'est que franchement, il n'y a pas vraiment de, de capacité à vouloir avoir les choses à long terme. Parce que s'ils voyaient les choses à long terme, ils auraient un programme, et pas seulement pour la semaine prochaine ou pour les élections suivantes, ils auraient un programme à long terme pour le pays. Mais dans leur code, non, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de programme, ils en cherchent un, on va en faire un tous ensemble, mais tout seuls, ils en ont pas. Donc on se demande bien pourquoi ils se présentent. Alors comme ils n'ont pas d'idée, moi j'en ai quelques-unes, et je vais leur donner. S'ils veulent me les voler, qu'ils me les volent. C'est pas du vol, je leur donne. Donc c'est même pas du vol, je les vends même pas, je les donne. Donc qu'ils en profitent. Alors j'en citer quelques-unes parce que ils nous disent tous par contre qu'il va falloir que les Français fassent des efforts. Moi j'en propose pour faire accepter aux Français de faire des efforts qui commencent par eux-mêmes. Donc ils pourraient supprimer tous les postes de politiciens qui ne servent à rien, qui sont là que pour les vieux politiciens en fin de carrière, qui sont sans mandat, qui n'ont pas été réélus, pour leur trouver des petites planques bien payées, où ils sont peinards. Donc, par exemple, on pourrait supprimer le Sénat. C'est quand même plusieurs centaines de millions qui pourraient être économisés. C'est pas rien non plus. Le Sénat, à quoi sert-il? Tu peux me le dire exactement. C'est des vieux politiciens qui sont élus pour voter une deuxième fois des lois qui ont déjà été votées par l'Assemblée nationale, comme si une loi avait besoin d'être votée 2 fois pour qu'on soit sûr qu'elle soit bonne. On peut la voter des fois, 10 fois, il y en a certaines qu'elles étaient mauvaises dès la première fois et elles le sont toujours à la 10e. Donc ça ne sert pas à grand chose. C'est une perte de temps. Hein, là où des pays font évoluer leur pays rapidement, nous on fait voter des lois, et puis on les fait revoter, et puis revoter, et puis on les passe devant telle commission, et devant tel machin, devant tel conseil, et ça n'arrête pas. Faisons les choses simples. Une assemblée élue par le peuple qui vote les lois, une fois elles sont votées, point barre. On passe à la suivante, on traîne pas en les faisant revoter par une autre chambre, et puis par une autre, et puis on revient à la première, et ainsi de suite. C'est n'importe quoi. On vote une loi, le peuple vote élit l'Assemblée, j'en viens à m'énerver, élit l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale vote les lois, point, les lois sont adoptées, terminé, on passe à autre chose. Qui plus est, rien que le principe du Sénat, ces sénateurs élus par les grands électeurs, enfin, c'est quoi cette histoire de grands électeurs qui élisent les sénateurs? S'il y a des grands électeurs, ça veut dire, a fortiori, qu'il y a des petits électeurs. Donc les petits électeurs éliraient, c'est-à-dire le peuple, éliraient l'Assemblée nationale, et les grands électeurs, ces messieurs élus, ces messieurs maires, tous ces gens importants, éliraient le Sénat. Et ce seraient eux les grands électeurs. C'est quoi cette conception de la démocratie? Non seulement le Sénat n'a plus lieu d'être, mais le fondement même du Sénat est antidémocratique. Donc il est largement temps, il est grand temps d'y mettre fin. Et puis, comme on parle des assemblées qui ne servent à rien, il y a le Conseil économique et social.
et environnemental. On a rajouté environnement. Oh, environnemental il y a très peu de temps pour qu'on ait du mal à le prononcer, déjà eu, comme vous venez de le voir. Et puis en même temps, pour faire dans l'air du temps. Mais franchement, ce conseil qui coûte des centaines de millions par an ne sert strictement à rien. Les rapports qu'il remet ne sont écoutés, ne sont lus, ne servent strictement à rien. Personne ne prend ce conseil au sérieux. Quand on en parle, tous les politiciens, tous les journalistes, on les voit tout de suite avec un petit sourire en coin, leur dire ah, le Conseil économique et social, oui, oui, bien sûr. Mais ce conseil ne sert à rien. Il coûte très cher et ne sert à rien. Donc, supprimons-le. C'est juste une maison de retraite pour politiciens en fin de retraite. Supprimons-le. Et puis c'est tout. Autre encore économie, le Premier ministre. Alors là, le Premier ministre, à quoi sert-il désormais? Avec le mandat de 5 ans, le président de la République fait le travail et de président de la République et de Premier ministre. Le Premier ministre ne sert plus à rien. Là aussi, c'est des centaines de millions qui pourraient être économisés par an. Alors, que le président de la République assume, qu'il nomme son gouvernement, qu'il assume la politique de son gouvernement et qu'il arrête de se servir du Premier ministre comme d'une soupape quand ça va vraiment très mal. On le dégage, on en met un autre à la place et ce coup-ci, tout va aller bien. Sauf que généralement, rien ne change. Donc, une soupape de sécurité comme le Premier ministre, au prix qu'il coûte, franchement, c'est une soupape qui coûte vraiment très cher. Donc, à la limite, on supprime la soupape. Le président de la République assume la politique de son gouvernement. Et puis, ça fait encore des centaines de millions d'économisés. Après, on peut continuer. Il y a les préfectures et les sous-préfectures. Alors ça, c'est une invention française, franchement. Quand elle a été mise en place, oui, ok, il fallait une semaine, 15 jours pour aller de Paris à Marseille. Très bien qu'il y ait un relais comme ça entre Paris, Marseille et toute la France pour servir de courroie de transmission au gouvernement. Très bien, ça pouvait se comprendre à l'époque. Mais aujourd'hui, où l'information circule en quelques millisecondes de Paris à Marseille, de Paris à Lyon, à Bordeaux, à Nice, partout à travers la France, quel est l'intérêt d'avoir encore des préfectures et des sous-préfectures? Et là, c'est des milliards qui peuvent être économisés. Des milliards. Donc, supprimons les sous-préfectures et les préfectures. Gardons quelques centres de transmission au sein de tous les conseils généraux, des conseils régionaux, plus exactement, auprès des présidents du conseil de région. D'accord, pour servir de courroie de transmission entre le gouvernement et les régions. D'accord, mais plus de sous-préfecture et de préfecture. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et là, c'est des dizaines de milliards qui pourraient être récupérés par le gouvernement. Donc, voilà des économies qui pourraient être faites. Continuons le mandat du président de la République, tous les 5 ans. Mais enfin, franchement, tous les 5 ans. On réélit un président de la République tous les 5 ans. Alors moi, je veux bien. Mais si vous comptez que, d'un côté, on nous explique que pour qu'un président rentre dans la fonction, il lui faut 1 an et demi. Que, à la fin de son mandat, il a, 1 an et demi où, franchement, il peut plus faire grand-chose parce que, il y a les élections qui vont pas tarder, et puis il y a les primaires juste avant, donc il peut plus faire de grandes réformes, donc c'est plus possible. Donc, ça fait 18 mois, plus 18 mois, 36 mois. Je sais, je suis très bon en maths. 36 mois, ça fait 3 ans. Vous voyez, alors là, en maths, le niveau que j'ai, on peut se dire, 36 mois, ça fait quand même 3 ans, ça fait donc quand même beaucoup, sur un mandat de 5 ans. Ce qui fait qu'il lui reste 2 ans. 2 ans pour réellement gouverner et changer les choses en France. C'est un peu court. Si vous ajoutez là-dedans qu'au beau milieu, il y a une élection municipale ou alors une élection européenne, c'est 5 ans pour rien. Et après, on s'étonne que les choses ne vont pas en France. Mais c'est normal qu'elles ne vont pas en France quand on voit ça. Bon, ensuite, alors moi, je veux bien qu'on change les choses, mais on fait quoi à la place? Eh bien, moi je suis pour qu'on mette en place un mandat unique, de 8 ans. 8 ans, comme ça le président de la République peut gouverner dans la durée, il peut faire évoluer les choses dans la durée, il peut prendre les choses à bras de corps et vraiment les faire changer. Et puis au moins c'est un mandat qui sert à quelque chose. Ensuite, passons aux municipalités. Alors,
Alors, je veux bien, tout le monde nous dit, les Français sont contre, ils ne veulent pas qu'on réduise le nombre de municipalités. Mais enfin, si vous demandez aux Français, où vous allez payer plus d'impôts, vous allez en payer moins, mais la conséquence d'en payer moins, c'est qu'on réduit le nombre des communes, je pense qu'une grosse majorité de Français diront, on préfère payer moins d'impôts et avoir de l'argent pour faire autre chose. Alors, quand même, réduisons le nombre de communes. On va dans les pays voisins, on va en Angleterre, en Allemagne, en Italie. C'est des pays qui ont 7 000, 8 000, 10 000 communes. Nous, on en a 36 000. C'est une aberration. Après, il ne faut pas s'étonner que les communes n'aient plus d'argent, qu'elles augmentent les impôts locaux. C'est même pas de leur faute, c'est de notre faute, parce qu'on n'a pas assez, nous, le peuple, taper du poing sur la table pour dire à nos dirigeants, c'est quoi que ces histoires? 36 000 communes, c'est 36 000 maires qu'il faut payer, 36 000 communes, mairies qu'il faut entretenir, chauffer, éclairer, qu'il faut remettre en état quand elles sont en mauvais état. Enfin, c'est 36 000 équipes municipales à chaque coup qu'il faut payer. Enfin, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Donc réduisons. Au moins à 12 000. Je ne demande pas à ce qu'on en redescende à 10 000 ou à 7 000 comme dans nos pays voisins. Mon Dieu, quelle catastrophe ce serait pour nous. Mais baissons-les au moins à 12 000. Au moins à 12 000. Après, on en vient dans le dur. Il y a tout ce qui est les prestations sociales. C'est vrai que là, on en est arrivé à un point où il faut que les choses changent parce que on a rajouter des allocations, aux allocations, et puis c'est devenu un millefeuille, et puis c'est devenu presque ingérable. Donc regroupons toutes ces allocations, créons une allocation sociale unique. Je ne dis pas universelle, je dis unique. Ce n'est pas ce que proposent certains, à créer une allocation de 400 € qu'on claque à tout le monde, hommes, femmes, de la majorité à la mort, et puis allez hop. Non, ce n'est pas de ça que je parle, parce que ça, c'est un piège à idiots. Pour pas être plus vulgaire, parce que je pourrais parler de piège à con, parce que c'est vraiment un piège à con, parce que on va la mettre à 450 € aujourd'hui, je vous fiche mon billet que dans 10 ans ou dans 20 ans, elle sera toujours à 450 €. Alors aujourd'hui, peut-être qu'un couple, avec 2 fois 450 €, il pourra s'en sortir, et encore, si c'est bien comme ça que ça se passe, peut-être, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, avec 450 € à deux, on s'en sortira plus. Et ça sera toujours la même chose. Donc moi, c'est pas ça que je propose. Ce que je propose, c'est une allocation unique qui regroupe toutes les allocations. L'APL, parce que l'APL, c'est aussi un piège à con, parce que les propriétaires en tiennent compte quand ils louent leur logement, et ils grimpent leur loyer suivant le montant des allocations de l'APL que les gens perçoivent. Donc ça comprend l'APL, ça comprend les allocations chômage, ça comprend le RSA, ça comprend les primes de rentrée scolaire, ça comprend toutes les allocations, ça comprend le prime de Noël, ça comprend les allocations familiales, je l'ai dit, ça comprend aussi les retraites. Là on dit attention, quoi? Une allocation unique pour les retraites? Ben oui, tout le monde touchera la même somme de la majorité jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, et moi je propose que cette somme soit indexée sur le SMIC. Indexée sur le SMIC. C'est-à-dire pour tout le monde, 90% du SMIC jusqu'à sa mort. Pas pour tout le monde, plus exactement. Pour toutes les personnes qui se retrouvent sans emploi tout au long de leur vie ou à la retraite. Voilà, c'est 90% du SMIC pour tout le monde. Pour tous les retraités. Vous êtes au chômage, pouf, 90% du SMIC. Vous êtes étudiant à partir de 18 ans, jusqu'à la fin de vos études, pouf, 90% du SMIC. Vous êtes en arrêt maladie, vous êtes malade, quelque chose de grave vous arrive, un accident de la route, vous êtes empêché de travailler, vous êtes handicapé, 90% du SMIC. Pour tout le monde. Alors là, bien sûr, je ne dis pas qu'on va raser gratis non plus. Parce que, en contrepartie, celui qui touche cette allocation, si on lui propose un travail, qu'elle est dans son secteur, dans son domaine d'activité, bien évidemment, elle sera obligée d'accepter ce travail. Bien évidemment, il n'est plus question de refuser une fois, 2 fois, 3 fois. On refuse une fois, on se retrouve sans rien. C'est la contrepartie. Mais on est garanti, du début de sa vie jusqu'à sa mort, de toucher les 90% du SMIC. Alors,
si vous faites le calcul, entre les économies que fera le gouvernement, les différentes régions, en ayant pu à gérer une multitude d'allocations différentes, ce qui entraîne une prise en charge par une multitude de fonctionnaires qui sont obligés non seulement de gérer le versement de ces allocations, mais en plus de gérer les risques de fraude, de gérer les recouvrements et tout Bataclan, si vous regroupez tout ça en une seule allocation, vous faites d'énormes bénéfices, d'énormes économies plutôt, en matière de gestion de l'ensemble. Donc, ce que vous donnez d'une main, vous le récupérez de l'autre, vous l'économisez de l'autre. Donc, c'est tout à fait faisable. Il n'y a aucun problème. Comme par exemple aussi, en ce qui concerne le chômage. Vous avez à l'heure actuelle des chômeurs au RSA qui touchent 400 € par mois. À côté de ça, vous en avez d'autres qui touchent des sommes faramineuses, qui touchent 6 000 € par mois. Enfin, 6 000 € au chômage, c'est 6 fois ce que gagne un smicard. C'est énorme. Et ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Pas dans un pays qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. Alors bien sûr, pour les retraités qui ont eu de gros revenus tout au long de leur vie, ils vont pas se contenter de 90% du SMIC. Une fois à la retraite, je suis d'accord, il faut trouver une autre solution. Et bien dans ce cas-là, il manque une chose à la France, pour son développement économique aussi, c'est un fonds de pension. Eh bien, on crée un fonds de pension où tous les gens qui choisiront pourront cotiser tout au long de leur période de vie pour ce fonds de pension, pour ensuite toucher une retraite plus importante. Par capitalisation. Tout simplement. Après, toutes ces réformes-là, elles sont faites pour sortir la France de l'ornière, de la crise dans laquelle elle se trouve maintenant. Il n'y a pas d'échappatoire. Il reste un dernier très gros morceau dont aucun des candidats à l'heure actuelle ne parle, et dont pourtant ils devraient parler, mais du matin au soir, c'est l'Union européenne. L'Union européenne. C'est un gros mot. C'est devenu un gros mot depuis quelque temps. C'est de pire en pire. L'Union européenne, non seulement elle est incapable, mais elle est coupable de tout. Elle ne fait rien. Bonne à rien. Et puis, plus le temps passe, pire c'est. Et puis voilà. Sauf que quand on voit le Brexit, les Anglais, ils ont voté le Brexit. Là, ils disent, ah mon Dieu, on a voté le Brexit, quelle horreur. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Brexit, ça devait être tout de suite, et puis finalement, bon, on va attendre le mois de mars pour le déclencher, et puis ça sera pas avant 2019, et puis dès qu'on l'annonce, la monnaie anglaise se pète la figure, c'est une véritable catastrophe, les banques sont au bord de la panique. J'ai vu un dernier sondage auprès des grandes entreprises, plus de 70% d'entre elles disent qu'elles vont quitter le territoire anglais dès que le début du Brexit. C'est des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître d'Angleterre. Enfin, c'est une catastrophe, ce qui s'annonce pour les Anglais. Donc, le Brexit, les Anglais sont partis, tant pis pour eux, mais surtout ne suivront pas leur chemin. Alors, maintenant, il n'est plus question non plus d'en rester là dans la situation actuelle. La situation actuelle, ce n'est pas tenable. Il faut faire évoluer les choses. Et là, je vais prononcer un gros mot. Je vais parler d'Union européenne, mais je vais surtout parler d'Europe fédérale. J'ai utilisé le mot fédéral, alors c'est un gros mot, je sais, c'est un gros mot. Mais on peut pas y couper, parce que aujourd'hui, ce n'est plus une question de choix, c'est notre seule planche de salut. Parce que si vous regardez autour de nous, toutes les grandes économies, ce sont des économies continents. Les États-Unis, c'est un pays, mais c'est aussi un continent. La Russie est un continent. La Chine est un continent. L'Inde est un continent. L'Indonésie, qui sera bientôt plus peuplée que toute l'Europe, c'est un continent. Le Brésil, c'est un continent. L'Australie, c'est un continent. Tous ces pays, ce sont nos adversaires économiques. Nous sommes en guerre, il y a une guerre économique à l'heure actuelle, et quand on fait une guerre, c'est contre des ennemis. Et ces ennemis économiques, ce sont des continents. Et si l'Europe veut s'en sortir, si la France veut s'en sortir, c'est avec une Europe fédérale. Il n'y a pas d'autre choix. Tous ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Ils vous mentent. Parce que si demain l'Europe éclate, si l'Europe disparaît, nous serons un tout petit pays entouré de géants. Et ce qui va se passer, c'est que nous deviendrons le vassal ou de l'un ou de l'autre. Ou nous deviendrons les vassals des Américains, ou nous deviendrons les vassals des Russes, mais nous ne resterons pas indépendants.
Ça, c'est couru d'avance. Parce que moi, dans la nature, j'ai déjà vu des éléphants écraser des souris. Je n'ai jamais vu une souris écraser un éléphant. Jamais. J'ai déjà vu des lions bouffer des gazelles. J'ai jamais vu une gazelle bouffer un lion. Jamais. Donc tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. L'Europe fédérale, ce n'est pas un choix, c'est notre seule chance de salut. Il n'y a pas d'autre voie. Donc il faut faire une Europe fédérale. Alors faisons une Europe fédérale, démocratique, avec un chef de l'État élu par tous les citoyens européens, avec un contour bien défini. Qu'est-ce que fait l'Europe? L'Europe, elle fait de la défense, elle fait de la sécurité, elle fait la politique étrangère, elle fait la recherche, parce que les budgets de la recherche sont de plus en plus énormes, et que face à des pays comme les États-Unis ou la Chine qui dépensent des sommes faramineuses pour la recherche, nous, seuls, Français, on ne peut pas le faire. Donc, il faut que ce soit l'Europe qui fasse cela, et c'est à l'Europe de le faire, que l'Europe le fasse, et qu'elle le fasse bien. On donne un budget à l'Europe, chaque État donne 15% de son PIB pour le budget européen. Il nous reste quand même 85% pour faire ce que les États doivent faire. Ils doivent faire la justice, ils doivent faire la santé, ils doivent faire l'environnement, ils doivent faire l'éducation, ils doivent faire tout ce que doit faire un État à son niveau. Mais au niveau européen, laissons ce qui doit être au niveau européen, c'est-à-dire la défense, c'est-à-dire la recherche, la politique étrangère et la sécurité. Parce qu'on voit bien avec le terrorisme à l'heure actuelle. Les terroristes, ils sont partout en Europe. Donc si demain on détruisait l'Europe, mais on se désarmerait. C'est de la folie. Ce serait de la folie. Donc il faut rapidement créer un service de renseignement européen pour pouvoir combattre à travers toute l'Europe le terrorisme. Et c'est pas seulement le terrorisme, c'est valable aussi pour la grande délinquance. La mafia italienne, elle a des ramifications en France, en Espagne, en Italie, bien évidemment, en Allemagne, en Albanie, en Roumanie, en Bulgarie, en Russie. Toutes ces mafias ont des connexions les unes entre les autres. Donc il nous faut un grand service de renseignement, un FBI et une CIA à l'européenne. C'est pour ça que l'Europe fédérale est purement et simplement indispensable à notre survie politique, économique et sociale, parce que il n'y aura pas de grande économie, il n'y aura pas de grand système de protection sociale si nous devenons un tout petit pays tout seul. Avec une grande Europe, il y aura une grande industrie et donc une grande protection sociale. Sans l'Europe, il n'y aura plus rien de tout cela.